à une punition plus sévère. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers avec Jamila, la maman de Fares, qui est toujours avec nous. Quand vous avez appris la réintégration dans l'hôpital de ce médecin, comment vous l'avez vécu? Très mal, très très mal, parce que pour moi, c'est vrai que j'identifie comme maman, dès lors qu'on n'a pas fait son travail, c'est-à-dire il y a des violations de la déontologie médicale, la prise en charge qui n'a pas été faite dès le départ, etc., et qu'on arrive au processus de la mort. Moi, bien entendu, je dirais, tu reprends pas. Voilà. Et il s'avère que ça ne se passe pas comme ça, malheureusement, puisque la suspension est une suspension administrative, c'est-à-dire en aucun cas on implique sa culpabilité et qu'on laisse place à la juridiction compétente, c'est-à-dire la justice, ou voire le Conseil de l'ordre. Voilà. C'est une deuxième épreuve, en fait, que vous êtes obligé de vivre. Sabrina Philippe, psychologue, d'abord, un mot quand même sur Jamila, parce que c'est un courage déjà de venir raconter ça, alors que c'est si récent. Et si violent pour elle. Et puis, tout ce processus, elle s'est battue tout le long pour son fils, pour essayer de le sauver, en vain. Et psychologiquement, on imagine à quel point c'est difficile. Alors déjà, ce qui est très important, justement, c'est que, et vous le racontez bien comme cela, peut-être que vous avez été d'ailleurs aîné dans cette démarche, c'est que vous avez tout fait, en fait. Depuis le début, vous avez tout fait. Et je suis toujours consternée. Alors, c'est pas le cas de tous les médecins. On va pas, voilà, on sait aussi tout le travail des équipes médicales, quelles qu'elles soient. Mais qui connaît mieux son enfant qu'une mère? Certainement pas un médecin qui le croise. Certainement pas une infirmière. La mère sait. Et c'est ça que vous expliquez. Et bon nombre de mères savent d'ailleurs. Souvent, moi-même je suis mère, on sait. Parce qu'on le connaît, son enfant. Et on sait quand c'est grave, on sait quand c'est pas grave. On sait quand on doit s'inquiéter, quand on ne doit pas s'inquiéter. Et ça, c'est quelque chose qui est peu écouté. Cette parole-là, elle est peu écoutée. D'ailleurs, elle a été peu écoutée par les médecins généralistes, sauf votre médecin traitant. Mais le premier, c'est pareil. Il l'écoute pas, en fait. L'inquiétude, bon, les mères s'inquiètent, c'est normal. Elles s'inquiètent trop. C'est ça qu'on vous répète en permanence. Tout à fait, oui. Voilà. Alors que c'est une intuition qui est au-delà de l'intuition. C'est une connaissance de l'enfant. Et je crois que ça doit changer dans le milieu médical. Vous avez tout fait. Et ça aussi, quelque part dans votre combat, c'est important, parce qu'il n'y a pas de... Souvent, ce qui est difficile dans ces événements traumatiques, c'est qu'on peut se repasser le film en se disant « si j'avais fait ça, si j'avais fait ça ». Mais vous avez tout fait, vous avez alerté, vous êtes resté au chevet, vous avez été voir plusieurs médecins, vous avez consulté plusieurs fois, donc vous ne pouviez pas lutter, je dirais, contre cette, quelque part, ce qui s'est mis en place. Vous avez des regrets malgré tout, Jamila? Oui, je regrette de l'avoir ramené là-bas. Je le regrette énormément. J'aurais dû écouter mon intuition. Je savais qu'il n'était pas entre de bonnes mains dès la première fois. Et j'aurais dû jamais aller le vendredi. Et j'aurais dû jamais rencontrer cette personne aussi. Parce que bien entendu, veuillez m'excuser. Je vous en prie, c'est normal. Il y a de très bons médecins dans cet hôpital. Il y a des pôles d'excellence. Je les ai tous rencontrés. La majorité de ces pôles d'excellence, c'est des bons praticiens. Je suis tombée sur la mauvaise personne. Votre fils qui est en photo sur ce plateau, s'il est mort, c'est quoi pour vous? C'est de l'incompétence, c'est pas de chance? Alors, il y a plusieurs débats. C'est de l'incompétence d'un côté, c'est aussi de la volonté d'une personne malveillante. Parce que je l'ai découvert après, dès lors que j'ai été confrontée au Conseil de l'ordre. C'est là où j'ai su toute la vérité, en fait. Je ne me suis pas trompée sur ce que j'avais vu, et puis Fares n'aurait jamais été opéré par cette personne. En tout cas, je l'ai su au Conseil de l'ordre, et c'était le chirurgien du matin qui allait opérer. Et donc lui, si vous voulez, quand je l'ai vu le vendredi, c'est là où je suis focalisée, c'est que de toute manière, Fares serait venu avec une urgence, c'est sûr et certain qu'il n'aurait pas été opéré. Mais pourquoi ? Ce jour-là, c'était décrété, on était le vendredi, les opérations étaient terminées, et même lui, il a laissé un indice important au Conseil de l'ordre que j'ai noté, c'est qu'avant même de voir Fares, l'interne l'a appelé au téléphone, a priori, ça s'est passé comme ça avant qu'il ne vienne voir Fares, il aurait, soi-disant, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi, qu'il avait consulté l'anesthésiste pour savoir si le bloc était libre ou pas. Donc déjà rien que cette indication, lorsqu'il me l'a donnée, j'ai dit mais c'est la première fois que je vois un médecin, avant même de voir le patient, d'aller voir si le bloc était libre ou pas libre.
Voilà. Donc je laisse bien sûr, puisqu'on n'a pas le droit de dire que telle et telle personne est coupable. Il y a une présomption d'innocence, voilà. Effectivement, et le jugement, il n'y a pas eu de jugement. Exactement, encore. Mais j'espère qu'en tout cas, cette piste va être vérifiée, puisque moi, si vous voulez, le Conseil de l'ordre m'a permis d'avoir des indices et de comprendre le parcours de Fares, parce que ce médecin était d'astreinte ce vendredi soir. Dans la nuit de vendredi, c'est-à-dire pendant que Fares faisait ses 2 crises, c'est lui qui était d'astreinte. Et a priori, il m'a dit, et il l'a dit à mon époux également, qu'il n'a jamais été appelé, ce qui est bizarre. Maître Codesso, c'est toujours très compliqué quand on va attaquer un hôpital, quand on va attaquer des médecins. Ça fait partie des professions comme ça où on se dit... On s'attaque à un mur et vous avez beaucoup de courage, vous, et on comprend pourquoi vous le faites. Mais c'est vrai qu'on se dit, c'est parce qu'au fond, ils n'ont pas de responsabilité de résultat, ils n'ont pas d'obligation de résultat, les médecins. Ils n'ont pas une obligation de résultat. Après, dans l'absolu, et c'est tout l'intérêt de l'enquête, il est toujours possible de démontrer l'existence d'une faute. Et l'enquête, elle visera non seulement à démontrer l'existence de la faute, mais aussi le lien de causalité qui a amené, depuis cette faute, jusqu'au décès du petit Fares. Ici, de ce que j'entends, moi, depuis tout à l'heure, je pensais au début à une faute, ce qu'on appelle une faute simple, dans le cadre de l'homicide involontaire, avec éventuellement une erreur de diagnostic. L'erreur de diagnostic, elle n'est pas automatiquement punissable, mais lorsqu'elle est vraiment flagrante au regard de l'état de la science, elle peut le devenir. Il y a des négligences, j'ai l'impression, de ce que j'entends, qu'il y a une désorganisation du service. On est encore dans ce qu'on appelle la faute simple, mais vous avez là parlé de malveillance. Oui. S'il y a de la malveillance, on passe sur la faute délibérée. Et la faute délibérée, les sanctions encourues sont plus graves. On n'est plus sur 3 ans d'emprisonnement, mais sur 5 et sur 75 000 € d'amende. Maintenant, effectivement, la difficulté, c'est de prouver qu'il y a eu une faute délibérée. C'est toute la difficulté. Et ça, c'est votre combat, Djemila. Et c'est pour ça que vous le médiatisez, c'est pour ça que vous souhaitez en parler malgré la douleur que cela représente. Oui, parce que pour moi, c'est quelque chose qui ne devait pas arriver. C'est un parcours qui est quand même atypique. Et d'autant plus, on va dire cette violence, parce qu'il y a aussi de la violence dans cette histoire. Hein. Il y a beaucoup de violence au niveau psychologique. Bien sûr. On est confronté à la mort comme ça, sans explication, sans accompagnement. Tous les protocoles ont sauté. Il n'y a aucun protocole qui a été respecté, en tout cas dès l'entrée jusqu'à la fin. Et si vous voulez, il y a eu matière à enquêter. Et j'ai fait ma propre enquête. J'avais besoin de ça parce que j'étais sur les lieux, j'étais en observation. Il y avait tellement de choses, tellement d'éléments que j'ai mené mon enquête. Et effectivement, quand j'ai mené cette enquête, j'ai découvert le dossier du petit garçon qui est décédé. Le deuxième petit garçon dont on a parlé. Et on va laisser la justice agir sur tout ça. Et d'autres dossiers que les parents m'ont transmis et on arrive toujours à la même conclusion. Merci, Djemila. Bon courage à vous. Et je veux juste préciser, parce qu'en plus on est en fin de période de Covid, on a beaucoup parlé du personnel soignant, que le personnel soignant, dans son immense majorité, fait un super boulot. Et comme pour tout, il y a des brebis galeuses partout, dans tous les métiers. Mais on rappelle quand même que le personnel soignant a fait un super boulot pendant toute la période qu'on vient de vivre et fait généralement un super boulot. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Jean-Marc. Moi, au contraire, je soutiens énormément les médecins, parce que je suis entourée de médecins amis. Voilà. Merci beaucoup, Djemila. Merci d'avoir été avec nous dans Crime et Faits divers, la quotidienne. Je vais maintenant revenir sur la disparition inquiétante de Francette, une institutrice de 59 ans. Ça s'est passé à Fort-de-France. On vous raconte cette histoire dans un instant. A tout de suite, en direct.